Mon genre est il, lui. C'est important. Je fais une petite parenthèse sur cette parenthèse justement qui en général est présentée comme je l'ai fait ici en signature de mail. Vous qui êtes amené certainement à avoir un mail professionnel par la suite ou qui en avez déjà un, pourquoi pas. Et vous allez le voir de plus en plus. Levez la main qui ne l'a jamais vu cette parenthèse avec le genre de la personne, c'est vrai? Ok? Même sur LinkedIn, je sais pas si vous êtes sur des réseaux comme ça, par exemple, professionnels. Non? Eh ben c'est venu déjà d'abord bien sûr des États-Unis et maintenant c'est très utilisé dans tous les milieux de diversité et inclusion où on va préciser son genre sur sa signature de mail ou sur sa présentation Facebook, LinkedIn, réseau professionnel, etc. Pour la bonne et simple raison que ce n'est pas évident. Hein, on le verra au fur et à mesure. On verra peut-être sur d'autres conférences parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. On est venu traiter du coming out en entreprise. Tous les enjeux de ce fameux coming out. En tout cas, le genre, plus vous allez préciser, plus chacun et chacune le précisera, et plus ça évitera justement que ce soit une évidence ou un non-sujet. Parce que c'est important de préciser son genre et que rien n'est évident en fait. Merci beaucoup. Je vous fais un petit topo sur l'histoire parce que ça peut être utile pour voir un petit peu tout ce que la communauté LGBTQIAP+, ça va pour toutes ces lettres ou pas? Levez la main ceux qui ont une difficulté avec quelques lettres. L pour lesbienne, vous en doutez. G, gay, tout va bien. B, bi, effectivement. T pour transidentité. Q, ça se complique. Queer, hein, n'hésitez pas. Yes, bien joué. I, exactement, pour toute la communauté intersexe. A, attention, il peut y avoir plusieurs options. Aussi. Et A, asexuel, aromantique, agenre. Bien joué. Bien joué qu'il y a un public averti. Là. Et P, pansexuel donc. Et il y en a un autre, c'est pour le polyamour. Ok. Et le plus, bien entendu, il y a environ, je crois qu'on a étudié sur 3000 genres différents. Donc, comme j'allais pas mettre toutes les lettres, on dit plus pour inclure au maximum de personnes dans la communauté LGBTQIAP+. Et donc, quelques mots sur l'histoire. Moi, je vous la fais rapide. C'est simplement pour vous mettre dans la peau de la communauté, quelqu'un de la communauté LGBTQIAP+. Il faut savoir que l'homosexualité a été retirée de la liste des troubles mentaux, par exemple, par l'Association américaine de psychologie, qui s'appelle l'APA, en 1973 uniquement. En France, c'est arrivé, comme vous pouvez le voir, bien plus tard. On est sur 1990, le 17 mai, d'où la journée contre l'homophobie et la transphobie, du 17 mai, de l'IDAO, par l'OMS. Et en 2019, uniquement pour la transidentité. Donc auparavant, avant 90 et avant 2019, ces personnes-là étaient considérées comme des malades mentaux. Donc c'était clairement une pathologie de l'homosexualité. Vous aviez une maladie, vous étiez une homosexuelle. Vous aviez une maladie, vous étiez transgenre. Donc voilà, ça permet de planter le décor, bien plomber l'ambiance aussi. Mais il faut aussi rappeler ça pour montrer aussi que l'inclusion, on a mis des années après les États-Unis à l'obtenir. Vous voyez, il y a un delta qui est quand même énorme au niveau des dates. On continue. Le mariage pour tous, qu'on appelle le mariage pour tous, mais ça reste le mariage gay, LGB en tout cas, lui est sur 2013, le 23 avril 2013 exactement, le premier mariage gay qui a eu lieu à Montpellier. Et encore une fois, les personnes homosexuelles, avant cette date-là, n'avaient pas le droit de se marier. J'essaie toujours de mettre, voilà, c'est un peu un curseur qui permet de voir à quel point la communauté est encore une fois rejetée. Donc avant on était malade, avant on n'avait pas le droit de se marier, etc., etc. Donc ça me permet aussi de, encore une fois, planter le décor et de voir
le cheminement que la communauté a réussi à obtenir. 1982, dépénalisation, pardon, c'est dur à dire, de l'homosexualité. Alors non seulement ils étaient malades, mentaux, mais en plus, si un homme sortait avec un homme, il pouvait aller en prison, ou une femme sortait avec une femme, elle pouvait aller en prison. Donc, je vous laisse imaginer ça, aujourd'hui, en 2022, là, maintenant, on sort, si je sortais avec un mec, là, et que je l'embrassais dans la rue, ou que je lui tenais la main, je vous laisse imaginer le fait qu'on puisse me mettre en prison juste pour ce geste-là d'affection, ou qu'une fille puisse embrasser sa copine et qu'elle puisse aller en prison pour ça. Donc c'est vrai que j'aime bien, encore une fois, planter le décor et montrer à quel point la communauté vient de loin. Deux termes importants pour cette conférence en tout cas, puisque c'est des termes concernant le coming out. Il y a deux différences. Le coming out, c'est le fait de dire, de révéler en tout cas, l'action de révéler publiquement son orientation sexuelle ou son identité de genre. Donc c'est moi qui décide de dire si je suis homosexuel, lesbienne, bi, trans, etc., etc. Le outing, c'est le fait de révéler publiquement l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'autrui sans son accord, sans son consentement. Alors ça arrive très régulièrement en entreprise, hein, je parle toujours de l'entreprise, et alors ça peut être des maladresses, c'est pas forcément malveillant. Voilà, on va parler de telle personne et on va dire, tu sais, elle est comme toi, ou donc on veut pas forcément nuire à la personne, mais quand même on révèle son identité de genre ou son orientation sexuelle sans le vouloir. Donc quoi qu'il arrive, le outing, eh ben c'est quelque chose qui est assez nuisible pour la personne parce qu'encore une fois, elle n'a pas donné son consentement, et qu'une personne qui est homosexuelle, trans, etc., n'a pas forcément envie que toute l'entreprise soit au courant. Et on va le voir après pourquoi. On continue. Sur le coming out en entreprise, les chiffres sont clairs, les chiffres IFOP. 50% des personnes LGBTQIAP+, se cachent au travail. Un salarié sur deux, donc, n'est pas sorti du placard. Mon fameux placard, le coming out, c'est vraiment c'est symbolisé par ce placard. Et ben, un salarié sur deux est toujours dans le placard. Donc, on ne peut vraiment pas savoir qui est là, qui est en face de nous. Est-ce qu'elle est hétéro, est-ce qu'elle est homo, est-ce qu'elle est, c'est une personne trans, intersexe, peu importe. En tout cas, un salarié sur deux décide de ne pas révéler son orientation sexuelle ou son identité de genre dans son entreprise. Et encore une fois, à juste titre, parce que c'est pas forcément accueillant. Alors d'après vous, quelles sont les conséquences de cette invisibilité, comme toute invisibilité d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence, le fait de se cacher, parce que bien souvent on dit qu'en entreprise, c'est pas un sujet au fait. Sarah? On vit, n'a pas de prénom, n'a pas de visage, n'est pratiquement en fait personne. Donc ça induit donc que la personne avec qui on vit n'existe pas, et en plus ça apporte une certaine honte parce que du coup on n'ose pas en parler. Et oui, le mensonge, ou s'inventer une vie, cacher qui l'on est réellement. Alors je dis souvent que l'orientation sexuelle, bon, elle est cachable. Je peux ne pas dire à mon collègue ou ma collègue que j'aime un homme, par exemple. Il n'est pas censé savoir qui j'aime et avec qui je suis en couple. Ok, ça à la rigueur, on peut éventuellement le cacher, même si on doit faire 1000 stratégies. Je suis d'accord avec toi, Sarah. Je dois inventer un prénom. Hein, c'est pas Charles, mais ça devient Caroline. Je dois inventer ce qu'on a fait ce week-end. Je dois dire pourquoi j'ai pas d'enfant. Voilà. Et pourquoi Caroline, pourtant à votre âge, vous n'avez pas encore d'enfant. Donc c'est sans arrêt devenir complètement mytho, quoi. C'est un mytho absolu dû à ces 50% d'invisibilité. Et en revanche, son identité de genre, là c'est plus qui j'aime, avec qui je couche ou avec qui je suis en relation ou je relationne, c'est qui je suis réellement.
Je peux cacher mon concubin, ma concubine, mais cacher que je suis un homme trans ou une femme trans ou intersexe, là, ça devient beaucoup plus complexe. Oui. Il y a aussi le cas pour les personnes transgenres où les papiers d'identité qui ont dû être fournis au moment du recrutement ne sont pas forcément en adéquation avec l'identité de genre de la personne. Et du coup, ça peut causer, comme vous le disiez tout à l'heure, des situations de outing en fait. Il y a forcément des fois les responsables RH qui se permettent d'en parler, qui se permettent de le dire aux autres, et ça devient une gêne totale en fait de tout le monde sait que tout le monde sait, mais la personne concernée ne sait pas que les autres. Enfin, c'est juste pas possible en fait. C'est ça. Alors c'est exactement l'objectif de mon métier. C'est comme ça qu'il est né, en tout cas ce métier. C'est quand je dis que j'accompagne des personnes en transition en entreprise. Aujourd'hui, je suis reconnu comme tel, c'est-à-dire que je pense être le seul en France à faire ça, à accompagner les personnes en transition et également conseiller la hiérarchie, la RH, à comment accompagner cette transition et qu'elle se passe bien. Une transition, c'est pas rien. Je cite par exemple l'entreprise Métro France. Métro, c'est les grands supermarchés qui alimentent les restaurateurs, etc. Qui ont une excellente initiative, c'est de dire, voilà, on a une personne en transition et on sait pas faire. Et dire on sait pas faire, moi je trouve ça super professionnel au fait. J'ai félicité la personne qui, pourtant, est au service RH, qui travaille pour les diversités et inclusion, mais qui me dit, c'est la première fois qu'on a ce cas, cette personne veut devenir une femme et on ne sait pas faire. Donc, de façon administrative, tu as tout à fait raison. Comment on fait qu'est-ce qui... J'ai envie de dire, il y a même une chose très simple, au niveau des toilettes. Comment on fait? On a une personne qui transitionne. Il y a des toilettes, vous le savez, en général, très stigmatisées. Les toilettes, on ne peut pas faire plus genré comme truc. Donc il y a un mec d'un côté, une nana de l'autre. Elle est en transition, cette personne, donc on ne va pas pouvoir de suite l'emmener dans les toilettes des femmes, parce que les femmes vont la regarder en disant « qu'est-ce que tu fous là ?» D'autant plus qu'ils connaissent leurs collègues, donc voilà. Donc on va changer son prénom, on va dire par exemple Vincent. Vincent va aller dans les toilettes des femmes. C'est limite du harcèlement sexuel, quoi. Donc c'est touchy. Du coup, comment on fait? Donc même pour une question aussi simple que d'aller pisser, c'est compliqué. Et pourtant, on va tous aux toilettes. C'est pas parce qu'on devient trans qu'on intériorise tout ça aussi. L'idée, au fait, c'est que toilette, on peut pas y aller. Mes papiers d'identité, tout à fait, t'as tout à fait raison de le souligner. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc ma fiche de paye n'est plus en adéquation avec mon identité. Ma signature de mail, j'en parlais tout à l'heure avec la fameuse parenthèse. Donc mon genre et mon prénom vont changer. Donc comment on fait avec ça? Mon équipe ne sait pas que je transitionne. Donc comment on fait avec ça? Et voilà. Je vous laisse imaginer les choses qui en cascade vont finalement impacter la hiérarchie, le service RH, mais l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Donc une personne en transition, non, elle ne peut pas le cacher, elle ne peut pas mettre un mouchoir dessus, elle ne peut pas rester au placard et faire comme si de rien n'était. Enfin si, il y a 50 ans, effectivement, ça se faisait et tout le monde mettait son mouchoir dessus, on laissait les gens bien dans le placard, ça arrangeait tout le monde. La personne faisait ce qu'elle voulait dans sa vie privée. D'ailleurs, on a longtemps confondu ça avec les personnes travesties. Donc, il y a énormément de personnes trans qui se sont travesties parce que dans leur vie professionnelle, il n'était pas question de vivre cette transition au grand jour. Et je vous laisse imaginer la frustration de ne pas pouvoir être soi-même pendant de longues années. Donc, virer mon truc. Et donc, du coup, l'idée, c'était sur le fameux invisibilisation.
Donc l'invisibilisation, hein, vous avez compris, il est facile de cacher qui j'aime, il n'est pas facile de cacher qui je suis. Donc si je suis un homme trans ou une femme trans ou une personne intersexe, etc., etc., ça devient très compliqué de ne pas vivre comme on est, en fait. Pourquoi je m'empêcherais de venir avec une robe? Pourquoi je m'empêcherais de finalement m'appeler Marie ou Caroline, etc., etc. Donc ça devient très complexe en entreprise. Aujourd'hui, ça leur pète à la figure. Et vraiment, moi, j'ai en ligne des personnes qui sont dans la ressource humaine, ils sont réellement paniqués. Donc on ne sait pas faire, comment on fait, est-ce que j'ai le droit de lui changer son badge de cantine, etc., etc. Donc le coming out amène à se questionner. Et j'ai même eu une entreprise il y a le mois dernier qui m'a dit, on a reçu une personne, bon, elle est venue en tant que femme, mais pendant l'entretien d'embauche, et là je trouve ça super couillu, elle a dit, je vous préviens, si je suis engagée, eh bien, vous me verrez en tant qu'homme. Elle a joué carte, voilà. Je trouve que c'est, il n'y a pas plus transparent, honnête. Rien que pour ça, on devrait lui dire bravo. Et oui. Enfin, c'est mon ressenti de non concerné du tout, mais c'est que j'ai l'impression que ça met aussi une pression de passing en fait. J'ai besoin, peut-être qu'il y a un besoin que ça ne se voit pas pour être tranquille un peu. Enfin, c'est peut-être très mal dit, mais en fait, ça met une pression pour certaines personnes, j'ai vu des témoignages, du moins, c'est voilà, qui c'est vrai qu'ont une pression en se disant, bah, ça serait plus simple si très rapidement j'étais directement perçue par mon identité de genre. Enfin, j'ai très mal dit, mais voilà. Tout à fait. Et c'est là où les transitions sont difficiles. Quand on décide de transitionner, moi j'appelle ça un voyage. Et pendant toute la destination du, on connaît pas forcément la destination. D'ailleurs, en général, on ne sait pas trop où on va. Mais en tout cas, pendant toute la transition, et en effet, quand on n'a pas ce fameux passing, c'est avoir l'expression de genre identique à la personne à qui on est sur sa transition. Et ben le temps d'obtenir ce fameux passing, il peut y avoir cette période de flottement où là, on va subir beaucoup de transphobie. Parce que ça va se voir qu'on n'est pas c'est pas tout à fait un homme, c'est pas tout à fait une femme, mais c'est quoi donc on va avoir toutes les moqueries, on va avoir c'est là où ça peut déborder, ça peut être ensuite à partir sur de la gestion de conflits avec les collègues et éventuellement même avec la hiérarchie. Et donc du coup cette fameuse transition aussi elle va exploser et le coming out va être de fait. Maintenant qu'on ne peut plus garder ça pour soi et que la société a quand même ouvert certaines portes sur la transition, les personnes trans sortent du placard beaucoup plus facilement et tant mieux. Et donc sont accompagnées. Ensuite, si elles souhaitent être hormonées, elles le sont aussi. Si elles souhaitent être opérées, elles le sont aussi. Et encore une fois, c'est absolument pas une obligation. Je pense à une DRH par exemple qui m'a dit « Ah mais moi, il n'y a aucun problème, j'ai pris cette personne dans mon bureau et je lui ai demandé si elle voulait aller en Thaïlande, changer de sexe, et je lui ai demandé du coup ce qu'elle avait dans la culotte en ce moment, etc. » Donc c'est parti super loin, donc j'ai dit « Non, waouh, on ne parle pas de ce qu'il y a dans la culotte de la personne, hein, ça, tout le monde est d'accord avec ça. J'espère que quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne lui dites pas « Au fait, j'ai une question à te poser. » Dans ton slip, il y a quoi? Non, alors certainement pas venu de la DRH d'une grosse boîte que tu rencontres une fois en général pour signer ton contrat ou pour l'entretien d'embauche et qui te revoit quelques années plus tard en disant il y a quoi dans ton slip? On peut absolument pas demander ça à personne. Et d'ailleurs, il n'y a pas une façon de transitionner. Hein. Il y a une transition par personne trans. Donc il n'y a pas un schéma type. C'est pas un Kinder Surprise hein, qu'on doit emboîter et finir par faire un personnage. Donc il y a des questions de stéréotypes de genre avec lesquelles les personnes en transition composent. Hein, on n'a pas forcément envie, raison pour laquelle, encore une fois, il faut préciser son genre, ou en tout cas quand on a un doute sur le genre de la personne, on lui pose la question. C'est quand même beaucoup moins maladroit que de le mégenrer
et de dire elle si c'est il, et de dire il si c'est elle, ou monsieur et madame. Et j'invite tout le monde aussi à être de plus en plus malpoli et d'arrêter les monsieur et les madame. On y gagnerait aussi en mégenrage. Et j'ai mis une phrase sur LinkedIn qui avait beaucoup plu aussi, c'était plus on genrera, plus on mégenrera. Donc forcément, plus tu vas genrer et statuer que j'ai décidé que toi t'étais une femme, j'ai décidé que toi t'étais un homme, j'ai décidé que toi t'étais une femme, parce que je l'ai décidé, parce que c'est ma vision du genre, et ben on va forcément mégenrer quelqu'un. Sur les 3, je pense que j'en ai mégenré. Donc l'idée, c'est pas que moi qui décide si t'es un monsieur ou si c'est une dame. Et donc si on dit bonjour monsieur, alors que bim, première claque, ben non, moi c'est madame. Il se passe quoi à ce moment-là dans la relation? Comment vous le sentez, vous? Merci. Enfin, pour avoir été caissière, donc c'est quelque chose qui nous arrive 200 fois par jour, mais c'est vrai qu'on est formé à dire monsieur, madame en fait. Exact. Et j'étais perçue comme très mal polie pour arrêter de le faire. Après, j'ai quand même pris la décision, typiquement les personnes âgées, relativement aisées, voilà, directement j'ai tenté, parce que je savais que j'avais moins de chances de me rater. Quand même, en termes de proportion, il y a quand même peu de chances que personne de 80 ans ait transitionné, en 2022 en tout cas. Mais c'est vrai que ça crée directement des malaises. Enfin, dès que ça arrive à des collègues, forcément, ça arrive. Et il y a un blocage en fait, et on voit réellement une sorte de... Enfin, je ne l'ai pas vécu, mais on voit une sorte de douleur en fait, vraiment une détresse. Parce que ça sort les rames des deux côtés en fait, et c'est juste désagréable et painful pour tout le monde quoi. C'est ça. Et j'aime beaucoup le sort les rames des deux côtés. Parce que c'est non seulement la personne qui est mégenrée qui en souffre, parce qu'elle dit putain, après tout ce que j'ai fait, je viens de me taper 10 séances laser pour enlever ma barbe, je viens de me taper un coming out à ma famille, je viens de me taper voilà, tout ce qui fait qu'il a transitionné ou elle a transitionné jusque-là, pour que finalement, boum, devant la caissière, devant la boulangère, devant le boulanger, devant le charcutier, enfin, ça tombe en une seconde, il y a tout qui se ramasse. Mais alors, du coup, quand tu reçois, ben non, tu viens de me mégenrer, il se passe quoi? Il se passe que l'autre personne aussi est mal à l'aise. Donc ça crée quoi? Ça crée deux situations de complètement pas terribles, quoi. Alors ça va quand tu vois une personne une seconde et que c'est à la boulangerie que ça prend 2 minutes le temps de prendre ton pain. Mais quand tu vas travailler avec cette personne, ah bah ça commence super bien, quoi. Ou quand tu es censé manager cette personne, chaud. Donc si on a un doute, on pose la question. On ne décide pas de façon arbitraire au fait que ce soit un garçon ou une fille, parce que dans notre schéma, bah, t'as plutôt un corps féminin, t'as plutôt les cheveux longs, et en plus les critères c'est hyper variable. Kurt Cobain, je crois, avait les cheveux longs. Pourtant, personne l'appelait madame, je crois pas. Du coup, voilà, c'est des critères que nous, on a. Chacun a ses stéréotypes. Moi, je suis toujours en déconstruction. Ça fait 10 ans que je travaille là-dessus et j'ai toujours du boulot. Voilà, quand j'attends le peintre qui vient travailler chez moi le mois dernier, bah, j'attendais le peintre. C'est dramatique, hein. Ça fait 10 ans que je bosse sur ces questions et je vois une femme sonner à ma porte. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez? Bah, je viens faire la peinture. Bon, d'accord. Donc voilà. Et poum, je me suis pris à... Oui. T'as le droit de me dire que je suis sexiste, ouais. Non, mais je le conçois tout à fait. Du coup, comment on pose la question aux gens? Parce que bonne question. C'est hyper délicat. Comment vous poseriez la question? Est-ce que quelqu'un a une idée? J'ai entendu un truc. Comment on pourrait poser cette fameuse question? Peut-être de manière justement purement factuelle et quels sont tes pronoms? Quels pronoms tu préfères réutiliser ou qu'on utilise pour toi? Nickel, tout simplement. Plus on fait bête, plus on fait simple et mieux ça fonctionne. C'est à peu près la même règle pour tout ce que j'utilise dans ma vie. Ouais, c'est quels sont tes pronoms? Comment je peux te genrer? Comment je peux t'appeler?
Et puis après, c'est tout simplement de l'écoute. Hein. Ça peut être, voilà, si je parle de moi au masculin, bah, vous allez comprendre que j'ai envie qu'on me genre au masculin. Voilà. J'ai dit que j'étais formateur, par exemple. Donc forcément, ça en déduit derrière que bah, je me considère pas comme une formatrice. Donc je me considère pas comme une femme. Il suffit d'être attentif aux autres, mais je crois que vous êtes amené à travailler dans des entreprises, à peut-être manager, être peut-être au service RH, et c'est la première clé de vos métiers. Hein. C'est être attentif aux autres, observer, parfois prendre du recul, et l'idée de se dire, bah, quand la personne se présente en vous disant bonjour, je viens pour le poste de je sais pas, genré au masculin et s'appeler il, c'est plus facile. Et après, si on a vraiment un doute, là, on pose la question. Ouais. Et c'est comment je peux te genrer et quels sont tes pronoms. Nickel, on enchaîne. Sur les questions d'invisibilité, est-ce que vous avez des questions? C'était clair? Sur les enjeux de l'invisibilité, hein, vous avez vu à quel point ça pouvait être douloureux. J'en profite pour dire aussi qu'inclure toutes les personnes LGBTQIAP+, c'est inclure tout le monde finalement. Parce que même si on n'est pas soi-même LGBTQIAP+, on ne sait pas si on n'a pas une sœur qui n'est pas LGBTQIAP+, un fils, un frère, un père, une mère, peu importe. Si on n'est pas dans cette communauté, on peut être aussi impacté de façon intrafamiliale. J'ai une anecdote là-dessus, c'est une maman, parce que j'accompagne aussi des ados et des enfants en transition, une maman qui m'a dit tout simplement, j'étais en salle de pause avec mes collègues, elle travaillait depuis 15 ans avec eux, et elle écoutait leur conversation de loin, en mangeant sa gamelle, et elle entend, bah, c'est inadmissible, je ne sais pas si vous avez vu le série-film, téléfilm, la petite fille, qui raconte la transition d'une petite fille de 6 ans, 7 ans. Et du coup, les collègues disaient c'est inadmissible, les parents qui cautionnent ça et qui poussent leurs enfants à transitionner, c'est du grand n'importe quoi. Pour un caprice d'une gamine ou d'un gamin, on va l'amener à transitionner. Quoi. Donc, c'est les parents les fautifs, etc. etc. Et donc, bah, comme je vous l'ai dit, hein, j'accompagne son enfant qui est en transition. Et donc, elle a décidé de ne pas en parler à ses collègues, à juste titre, parce qu'elle savait déjà à peu près ce qu'ils pensaient. Et ce jour-là, elle a pris la décision définitive de ne jamais en parler. Donc, elle a énormément souffert de cette situation, de cette conversation, qui l'a finalement enchaîné au mutisme avec eux définitivement. Quoi. Elle s'est pas sentie safe. Elle s'est pas sentie safe du tout pour en parler à juste titre. Donc vous voyez que, et pourtant, elle est pas LGBTQIAP+, hein. Et ben, le fait d'en parler, ne serait-ce qu'à la cantine, aux salles de repos, en pause, avec le café, etc. Et ben, on peut impacter aussi la famille d'une personne LGBTQIAP+. Quelques chiffres maintenant d'une étude qui s'appelle Coming Out au travail, la fin du placard. Oui, le coming out, c'est beaucoup appelé placard. Hein. Vous verrez que ça revient souvent. Réalisé par l'agence Tell Me the Truth, j'aime beaucoup, qui est une agence de com sur l'inclusion, montre que dans le cadre du travail, les personnes LGBT ont encore tendance à cacher leur orientation sexuelle. La principale raison, vous en doutez, c'est qu'un quart d'entre elles estiment avoir fait l'objet de discrimination dans leur entreprise. Donc, les fameux 50% qui se cachent, eh ben c'est pour la bonne et simple raison que déjà ils ont senti le vent tourner et que ça c'était pas forcément safe de le dire à ce moment-là quoi. Forcément, si dans les couloirs tous les 4 matins on entend une blague sexiste, une blague homophobe, ouais t'es vraiment une tapette, etc. machin, et toutes les remarques qu'on peut entendre dans notre vie scolaire et dans notre quotidien, même dans les transports en commun. Eh ben, on n'a pas tout de suite envie de dire qu'on est LGBTQIAP+. Forcément. Donc faire de l'inclusion, c'est aussi éviter de rentrer dans ce jeu-là de la blague homophobe, de la blague LGBT-phobe, de la blague transphobe qui est de plus en plus répandue maintenant. C'est il ou c'est elle?
non mais elle va pas venir avec une robe, je l'ai vue avec du vernis, etc., etc. C'est ridicule. Donc tous ces jugements de valeur, ces jugements discriminants, n'encouragent pas les personnes LGBTQIA+, à sortir de ce placard et du coup créer toutes les problématiques d'invisibilisation dont on parlait tout à l'heure. En 5 ans, sur la période de 2016-2021, donc là vraiment l'étude est assez récente, sur les 5 dernières années, le nombre d'actes anti-LGBT+, a doublé, plus 104%, hein, c'est juste pas rien du tout, c'est souligné dans une note de service statistique du ministère de l'Intérieur. Donc là, c'est uniquement les plaintes qui ont été déposées par le ministère de Monsieur Darmanin, que je salue, qui est très ouvert à la question. Il est sur le chat. Oh, je suis content, je suis ravi. J'aurais beaucoup de choses à lui dire. Et du coup, ça, c'est simplement les personnes qui ont déposé une plainte. Et vous imaginez bien, hein, c'est comme les personnes victimes de viol. Le nombre de personnes qui osent pousser la porte d'un commissariat pour dire qu'elles ont subi une agression transphobe ou des insultes homophobes, etc., etc. Le défenseur de droit, je ne sais pas s'il est encore dans nos locaux, mais pourrait aussi en témoigner. Il y en a vraiment pas beaucoup. Et malgré ça, l'augmentation de plus 104%, c'est pas une invention, hein, c'est assez alarmant. Encore une fois, ça n'encourage pas au coming out et à la façon positive de sortir du placard de façon safe. Je sais pas combien de temps il me reste. Je suis dans les clous. Clairine, magnifique. Tu me diras. L'homophobie en entreprise, rares seront les salariés qui se diront ouvertement homophobes. Ben oui, forcément. Hein. C'est comme le fameux je suis raciste, je suis pas raciste, mon chien est noir, etc. Rares sont les gens qui se disent homophobes, rares sont les gens qui se disent racistes. Et donc forcément, l'homophobie se déploie le plus souvent de manière implicite. C'est l'agrégation de comportements individuels tels que des remarques, les fameux rires, un rire d'une blague homophobe, c'est qu'on sent bien que le fond est là. Hein. Idem pour le racisme, hein, je fais toujours le même parallèle. Des plaisanteries douteuses, hein, tu vas quand même pas te mettre du vernis, etc., etc., hein, qui créent et font perdurer un climat homophobe, transphobe, LGBT-phobe en général. Je fais une parenthèse là-dessus. Vous imaginez bien que si tous ici, toutes et tous, on riait d'une blague homophobe, eh ben c'est aussi participer. Hein. C'est exactement même que la même chose que le sexisme, hein, le fameux tas tes règles. Qu'est-ce qui t'arrive, machin. Si on rit tous de ça, on cautionne ça. Et j'ai même envie de dire, je vais taper un peu plus fort. Non seulement on cautionne, mais on alimente. Parce que si on riait pas de ma blague pourrie, eh ben on me ferait bien comprendre que c'est pas drôle quoi. C'est pas drôle, c'est pourri. Et donc la prochaine fois, je réfléchirai avant d'en sortir une autre. Je la réfléchirai, voire j'éviterai carrément. Donc rire, c'est cautionner et c'est même alimenter. C'est ajouter des braises sur le feu. Et donc forcément, demain, je vais essayer de vous faire rire sur la transphobie, et après-demain, j'essaierai sur le sexisme, et après-demain, j'essaierai sur autre chose. Et puis si ça marche à chaque fois, c'est banco, hein, c'est youpi. Donc quelle serait la réaction là, si je faisais une blague transphobe? Ouais, je t'en prie. Ah, mais... En fait, c'est ce que je voulais dire déjà pendant que vous parliez. Surtout, je veux pas faire de généralité, mais quand on est un homme cis, notamment très hétéro et très blanc souvent, quand même, c'est le truc à faire. Enfin, je pense, c'est vraiment, il faut réagir et dire les termes directs, parce qu'en fait, c'est déjà souvent quand c'est des personnes qui ont des tendances ou qui sont clairement même affichées transphobes, homophobes, ça, le fait que ce soit dit par un autre homme, si c'est hétéro-blanc potentiellement, il y aura peut-être même plus de valeur allouée à cette parole-là qu'à une personne concernée, malheureusement. Mais du coup, c'est vraiment, il faut parler direct et poser une limite, je pense, très rapidement, et dire que c'est pas drôle, en fait. Je pense que c'est trop pris à la légère, en fait, facilement. Voilà. Alors que ça peut être ultra violent. Une blague, en fait, homophobe ou autre, ça peut être une remise en question d'identité, mais très très rapidement, en fait.
Et oui, la blague peut, quoi qu'il en soit, être violente, hein, en tout cas perçue comme telle. On peut blesser les gens avec une blague, bien entendu. Donc, est-ce que vous oseriez dire c'est pas drôle? C'est ok avec ça, tout le monde? Bah, super. C'est le principe. C'est de dire c'est pas drôle, ça me fait pas rire. C'est simplement remettre les choses dans le contexte, sans être ultra trash avec la personne, qu'elle puisse comprendre aussi que bah, à ce moment-là, oui, il peut y avoir des personnes qui peuvent être effectivement blessées par de tels propos. Donc j'invite les personnes à pas se forcer à rire à des blagues pourries, mais plutôt à dire bah non, en fait, on peut passer, on peut upgrader un peu le niveau et ne pas rire des femmes, des personnes homosexuelles, des personnes. Et j'en parlais avec Quentin tout à l'heure en pause. Merci Quentin pour ça, mais il m'a fait penser à Michel Leb, effectivement. Bon, je sais pas si vous avez tous connu, mais voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui serait clairement blacklisté, heureusement, mais il faisait tout le temps des blagues sur les Noirs, les femmes. C'était ultra raciste, sexiste, tout ce qu'on veut, quoi. Homophobe, bien sûr, en faisant des caricatures de personnes gays, etc., etc. Aujourd'hui, oui, en 2022, heureusement, ce genre de choses à la télé, on ne les verrait plus déjà, et c'est tant mieux. Donc forcément, la blague sexiste, la blague homophobe, la blague transphobe, en tout cas, n'a pas lieu d'être en entreprise. Hein. Encore une fois, on est sur des fondamentaux de valeurs d'entreprise très fortes. Et enfin, et je conclurai là-dessus, je laisserai une part ensuite aux questions. N'oubliez pas comment tout cela a commencé. C'est pour ça que j'ai commencé par vous faire le petit topo sur l'émergence, en tout cas, de la communauté LGBTQIAP+, et continuer à créer des espaces safe pour la communauté LGBTQIAP+. Enfin, vous pouvez toutes et tous contribuer dans cette salle à créer des espaces safe en rigolant plus aux blagues, si vous en rigolant pas, si vous continuez à le faire, aux blagues pourries, en discutant et en ne mégenrant pas les personnes en transition et en ouvrant le dialogue avec les personnes LGBTQIAP+. Et voilà, je vous invite à le faire et je vous remercie de votre attention. Avez-vous des questions? Bien sûr, je suis là pour ça. Je vais passer mon micro. Ou alors j'ai été carrément super clair et putain, il n'y a plus de questions. Vas-y, je t'en prie. On aurait voulu savoir avec Chloé, en fait, on maîtrise pas bien les termes, enfin on maîtrise LGBTQ, mais à partir de J'ai été trop vite tout à l'heure. Okay. Voilà. Du coup, on aurait bien voulu avoir une petite explication un peu pour chaque terme. Ok. Alors, jusqu'à où tu maîtrises? À partir de intersexe ou intersexué, okay. Là, ça va plus. Alors, elle, bon, t'as tout le monde, lesbienne, ok, ça c'est bon, jusqu'à Q. Donc, Q, c'est le terme de la communauté queer, qui à la base était une insulte aux États-Unis et qui a fini, la communauté a fini par se réapproprier ce terme. C'est pour ça que vous entendez peut-être un peu, si vous allez à des manifs, transpédéguine. La communauté aussi essaye de se réapproprier ces termes pour que ce ne soit plus une insulte. En tout cas, quand les gens essayeront d'insulter la communauté avec ces termes-là, eh ben, ça ne fera plus rien puisque ça ne sera plus une insulte. C'est l'objectif. Les personnes intersexes, donc de façon chromosomique, naissent avec les deux genres. Donc il faut savoir qu'il y a 2% de la planète qui naissent simplement avec les deux sexes. Donc auparavant, de façon arbitraire, les médecins ou les parents décidaient de quel sexe on allait laisser à la naissance. Aujourd'hui, la communauté intersexe milite pour qu'on laisse le choix à l'enfant de décider qui elle ou elle est, il ou elle est. Et voilà. Donc pour les personnes à genre, donc qui ne se retrouvent pas ni dans le genre masculin ni dans le genre féminin, et asexuelle, donc aussi la communauté asexuelle. Donc on mettra toujours aussi par respect pour l'inclusion et les personnes, par dire personne ou communauté. Parce que j'entends souvent dire tiens, il me manque une lesbienne, t'aurais pas une lesbienne? Alors c'est pas, voilà, on ne parle pas des gens comme ça. Sachant que ça c'est véridique, hein, un 17 mai,
un chef d'entreprise, une très grande entreprise, me dit, je fais une conférence qui travaille sur la diversité en plus, donc il est au service RH, il travaille sur la diversité, il faisait une conférence sur les personnes LGBTQIA+, et il voulait mettre donc une personne trans, une personne bi, une personne lesbienne, etc. Et il m'appelle en me disant, il me manque la lesbienne. Voilà. Donc, il a fallu qu'on s'explique. Et bien sûr, on parlera toujours d'une personne, comme on dit, une personne en situation de handicap, ben, c'est aussi une personne racisée, une personne... Ça reste des êtres humains et ça donne du sens. Donc, les personnes de la communauté asexuelle, et tout simplement qui n'éprouvent pas de désir sexuel, les personnes aromantiques, c'est les personnes qui ne souhaitent pas relationner avec d'autres personnes, peu importe leur sexe ou leur genre. P, ce que je disais sur les personnes pansexuelles, c'est quelqu'un qui peut relationner avec peu importe le genre de la personne et son sexe. Et je parlais de polyamour, donc qui peut relationner avec plusieurs personnes, avec l'accord de celle-ci et le consentement de toutes les personnes dans le respect de chacun et chacune. J'ai répondu aux questions. Est-ce que vous en avez d'autres? Oui. C'est une bonne question. Eh ben, oui. Oui, alors effectivement, les entreprises avec lesquelles je travaille, en général, vont poser des questions à la personne trans. Sauf que la personne trans, elle n'est pas là en mode « allez, je suis une encyclopédie, allez-y, posez-moi toutes les questions, et puis je vais faire l'éducation de toutes mes collègues et de tous mes collègues, je vais faire l'éducation de la masse, au fait. » Donc elle n'est pas payée pour ça, il n'est pas payé pour ça, c'est compliqué, et puis c'est encore une fois assez intime. Souvent la personne trans elle-même ne sait pas ce qu'elle a envie de faire ou pas, ce qu'elle a envie vers quoi elle a envie de se tourner, est-ce qu'elle va se tourner vers les hormones ou pas, est-ce qu'elle va se tourner vers les opérations ou pas. Et puis c'est hyper délicat de parler de choses qui peuvent être intimes pour la personne avec son simple collègue. Donc, moi, j'invite à se faire accompagner, tout simplement. Et c'est pas du tout pour vendre ma crèmerie. Hein. Il y a des cabinets. Alors, c'est drôle parce qu'il y a des cabinets de conseil pour tout un tas de choses. Je pense que vous en connaissez beaucoup. Monsieur Macron, coucou, a fait appel à des cabinets qui coûtent à peu près les yeux de la tête pour un oui ou pour un non. Donc oui, pour accompagner une collaboratrice ou un collaborateur en transition. On peut se faire accompagner. Ensuite, les 5 solutions, c'est du dialogue, sans rentrer dans l'intimité. Donc, on n'a pas posé des questions qu'on ne poserait pas à une personne cis. Donc, ce qu'il ou elle a dans son pantalon, ce qu'on disait tout à l'heure, n'a pas lieu d'être, par exemple. Et savoir ce que la personne souhaite dans sa transition. Où est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut faire exactement? Est-ce qu'elle veut qu'on en parle à ses collègues ou pas? Est-ce qu'elle veut qu'on change son identité, on va dire, sur papier, sa carte de cantine, son adresse email? Donc ça va forcément la outer. Si on change son prénom sur son adresse email et qu'elle envoie des emails à ses collègues, le outing sera malheureusement de fait. Donc il faut lui poser la question, il faut l'accompagner à tout ça aussi. Je ne sais pas si des fois elle-même, la personne n'a pas idée de tout ce qui l'attend en fait. Souvent, quand je pose ces questions-là, quand j'arrive en accompagnement, je ne sais pas. Donc la personne aussi a besoin d'être accompagnée par rapport à ça. Je ne sais pas du tout si j'ai envie de faire un coming out. Enfin, moi, je ne me vois pas balancer ça à 5000 personnes. Déjà, je viens de me le dire à moi-même. Déjà, je viens d'accepter ça pour moi. Ma mère est au courant, mais pas mon père, par exemple, ou des choses comme ça. Donc là, j'ai pas réfléchi à si je voulais envoyer un mail à toute la boîte pour dire coucou, maintenant vous m'appellerez comme ça et vous me genrez comme ça, quoi. Ça peut être complexe. L'idée, c'est d'être dans le dialogue et l'accompagnement, et en tout cas ne rien forcer et ne rien demander de ce qui concerne ce qui concerne l'intime. Comme on réagirait avec une personne cisgenre, on ne posera pas de questions déplacées. Voilà.
Et après se faire accompagner éventuellement par des personnes qui sont qualifiées pour. Donc, je t'en prie. Sur l'accompagnement également, parce qu'une entreprise peut potentiellement être très bien formée et être au fait elle-même par la politique qui a été mise en place ou les précédents, mais cette entreprise peut très bien avoir d'autres entreprises avec lesquelles elle travaille et qui, ces entreprises-là, ne sont pas formées ou sensibilisées, et la personne peut se prendre en fait un backlash alors qu'elle était... Pour les sous-traitants, par exemple, oui, ouais, tout à fait. L'important de se faire accompagner aussi, c'est d'avoir l'œil sur quelles sont les relations. Ouais. Et tout à l'heure, j'allais vous raconter une entreprise qui m'a contacté le mois dernier parce qu'ils voulaient recruter une personne. J'ai pas fini mon histoire, du coup, vous avez vu, je suis quand même revenu sur le sujet. Et que la personne est venue en tant que femme, elle est venue genrée au féminin, et dit au revoir, merci de m'avoir pris en entretien. Maintenant, sachez que si vous me recrutez, ben je viendrai en homme, donc j'aurai changé de genre. Elle a serré les paluches et elle est partie. Du coup, voilà, je disais que ça me méritait. Il fallait quand même avoir pas mal de courage pour faire ce genre de choses. Et ben eux, ils étaient en panique. Donc la première question qu'ils se sont posées quand même, et c'est là où j'ai trouvé ça un peu bizarre, c'est mais est-ce qu'on la recrute? Donc ils m'ont appelé. Et quand ils m'ont posé la question, j'ai dit bah est-ce qu'elle est qualifiée? What the fuck, tu vois? Enfin, on s'en fout en fait, qu'elle soit cisgenre ou transgenre ou LGBTQIA+. Enfin, est-ce qu'elle vous intéresse, cette personne, comme pour ses qualifications? Est-ce qu'elle vous a donné envie de travailler avec elle? Est-ce que ah ouais. Bon bah alors il n'y a pas de question à se poser, quoi. Donc j'étais à Rennes, du coup, j'étais pas du tout prêt pour ça, moi, par contre, la Bretagne, tout ça. Mais du coup, j'étais en urgence parce que ils voulaient la recruter très rapidement, sauf que personne n'était formé, ni les chefs de service, ni la logistique, ni la RH sur place, ni personne de ses futurs collègues. Et donc ils ont dit, on veut pas faire d'impair, on veut pas faire n'importe quoi. On aimerait que cette personne soit accueillie de façon safe, qu'il n'y ait pas d'embrouille, quoi. Donc, comment on fait? Est-ce que tu peux venir? Et du coup, l'aventure à Rennes est partie et j'ai formé l'ensemble du staff rennais de cette grosse boîte sur ces questions. Et finalement, ça a ouvert, ça a ouvert la boîte de Pandore. Alors, je dis pas que tout le monde a fait une transition après mon départ, hein, mais en tout cas, ça a ouvert les esprits sur ah oui, donc du coup, on peut demander le genre de la personne. Tu vois, c'est la question que tu me posais. Mais comment on fait, au fait? Et au fait, mais ça pose pas problème. Non, parce que moi, je me vois pas te poser une question comme ça, comment je peux te genrer? Bah oui, mais tu préfères. Comment je peux te genrer, si t'as un doute, hein? Ou mégenrer quelqu'un et finalement être mal à l'aise, comme on disait tout à l'heure. Ah bah oui, vaut me poser la question. Mais si tu me dis que poser la question, ça pose pas de souci, ah, je dis bah non. Dans toutes les soirées de la communauté LGBTQIA+, qu'on fait, c'est bonjour, je m'appelle Swan, moi c'est Il. Et si j'oublie de le dire, eh ben, on va forcément me poser la question. Et je trouve ça tellement safe, quoi. C'est chouette de pouvoir être qui on est et de pouvoir être reconnu comme tel et sans prise de tête, quoi. Ouais, j'ai eu une main. Dans la communauté, il y a quand même un gros débat sur le fait de demander ses pronoms maintenant. Enfin, notamment chez les personnes trans, il y a plein de personnes trans qui trouvent que demander les pronoms, c'est un peu le nouveau t'es un mec ou t'es une meuf. Et je sais que dans mon entourage, j'ai des personnes, il faut surtout pas leur demander leurs pronoms, sinon c'est le cataclysme. Donc je trouve que l'écoute, ça reste la meilleure des solutions d'entendre comment la personne se genre et de dégenrer au maximum son discours, même si c'est compliqué. Oui. Mais des fois, il vaut mieux ça, clairement. Voilà. Si vous faites passer un entretien d'embauche, ça peut être difficile de dire, d'attendre que la personne se présente. Après, si, normalement, on peut lui dire, bah, présentez-vous. Et on va peut-être essayer d'entendre à ce moment-là comment elle se genre elle-même. Demander après, c'est pas forcément binaire, parce que ce qui nous sauve, c'est le YEL. Ça reste aussi, voilà, on peut partir dans la non-binarité. Moi, je pourrais tout à fait dire, voilà, moi c'est il, ou c'est yel, ou c'est elle.
En tout cas, ça ouvre le champ des possibles sur la non-binarité également, où j'ai pas envie ni qu'on me genre au masculin, ni qu'on me genre au féminin, où je suis à genre. Et du coup, ça peut relativiser. Ensuite, l'écoute, ouais. L'écoute, c'est essentiel, et je pense que dans les métiers que vous souhaitez embrasser, et il n'y a aucun jeu de mots là-dedans. L'essentiel, c'est de voir aussi la gestuelle, de constater aussi qu'on peut observer cette personne, l'écouter vraiment attentivement, et de savoir comment elle se genre, et respecter ensuite, coller. Et du coup, en plus, on parlait du passing tout à l'heure, ça permet de pas être sans arrêt confronté à, mais en fait, on sait pas. Donc forcément, si on remet en question le passing aussi de la personne, c'est ça qui peut être douloureux. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça qui peut être remettre en question sans arrêt qui je suis. Mais t'es un homme ou t'es une femme? Et au fait, on s'en fout, quoi. Hein, et je finirai là-dessus. C'est vraiment, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, pour un entretien d'embauche, en quoi ça intéresse qui que ce soit si de qui on est, de quel genre on est. L'important, c'est d'avoir une personne motivée, qualifiée, qui soit voilà, avec qui vous avez envie de travailler. Après, qu'elle soit homme, femme. Si c'est pour la payer 12% de moins, peut-être. La mauvaise blague pourrie sexiste. Elle était là. Merci de votre attention.